arriver, c'est bon. Bien. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière table ronde de la journée. On a un beau panel ce soir. Donc, il y a eu quelques remous. Antoine Hubert s'excuse parce qu'il a été retenu à Paris. Mais il est très bien remplacé par Yun Luo. Je vais pas introduire trop longtemps, mais je vais passer la parole tout de suite à Bruno Bonnel, qui est le grand argentier de l'État français, un Colbert des temps modernes, qui est aujourd'hui secrétaire général pour l'investissement et qui va rester, qui a un temps limité avec nous, mais qui nous fait l'amitié de sa présence. Vous avez été nommé en janvier 2022 en Conseil des ministres secrétaire général pour l'investissement et vous pilotez France 2030. On peut dire que Global Industrie à Lyon, c'est un peu votre maison, donc bienvenue. Je vous laisse la parole tout de suite. Alors sachant que la thématique d'intervention, c'est start-up industrielle et technologie innovante, investir dans l'avenir. Alors cher Bruno, qu'est-ce que ça vous inspire? Avec ça, vous avez 2 heures, hein, mesdames, allons-y. Bon, d'abord, vous avez une exception parce qu'on représente l'industrie et un homme est en minorité. Donc ça déjà, moi je vous dis, c'est exceptionnel. Ça m'arrive trop rarement, pas que je le souligne. Deuxièmement, comme je vais devoir me sauver juste après mon intervention, et pardon d'avance, mais le devoir m'appelle, j'ai une vidéo à faire dans ma voiture, pour rien vous cacher, mais avec je vais être obligé de partir. Bon, le thème est important parce que d'abord, on pourrait dire que les startups industrielles sont la chose la plus difficile à faire qui soit. On sous-estime considérablement l'effort que ça représente. Moi, je dis toujours, c'est l'Everest en tongs, sans gants, face nord. Pourquoi? Parce que entre la préparation de son projet, sa mise au point, le passage du prototypage à la pré-série, puis les recherches de financement, le montage éventuel. Ah, il ne faut pas mettre la main sur l'antenne. Moi, j'aime bien tenir mon micro de main, donc... puis le problème des normes, puis le problème de trouver des clients qui vous font confiance par rapport à leurs critères. C'est sincèrement un chemin de croix et il faut vraiment applaudir ça de façon sincère. C'est pour ça que souvent je dis, la start-up industrielle, j'ai créé dans ma vie beaucoup de start-up, toujours et très souvent dans le numérique, mais franchement, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire. Donc moi, j'admire beaucoup les gens qui font ça. La deuxième chose, c'est qu'on vit une métamorphose de notre société. C'est une métamorphose qui vient de la transformation de notre énergie de fossile à électrique. Et l'avantage de l'énergie fossile, c'est qu'on passe... l'avantage de l'énergie électrique, pardon, c'est qu'on passe d'une énergie de puissance, comme celle de fossile, à une énergie à la fois de puissance et d'intelligence avec le numérique. Et ça bouleverse considérablement beaucoup de méthodes et ça ouvre la porte à de considérables opportunités d'innovation. Et si on se replonge dans une autre époque du monde où il y a eu une transformation énergétique, ce qu'on appelle dans les livres d'histoire la révolution industrielle, bien, on voit bien que ça a été l'éclosion de dizaines d'idées, de projets, de structures, de sociétés, d'usines qui ont permis une transformation sociétale. Donc alors on peut reprocher et on peut être un peu déprimé de voir que depuis 40 ans à peu près, la France s'est désindustrialisée. La France a un peu abandonné l'industrie pour le service, mais ça nous donne un terrain relativement vierge d'expression pour qui? Pour les startups industrielles. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que, bien évidemment, il y a plein d'obstacles. Complexité extrême, retrouver des talents, retrouver des matériaux nouveaux, réfléchir à des marchés nouveaux. Mais avec une conviction, c'est que ce ne sont pas les compagnies maritimes transatlantiques qui ont créé les grandes compagnies aériennes. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu des fous qui faisaient à l'époque des start-up qui s'élevaient à 11 mètres du sol, puis traversaient un champ, puis traversaient la Manche, ben, on n'aurait pas aujourd'hui les grandes compagnies aériennes et on n'aurait pas les voyages internationaux par les avions. Et c'est étonnant d'ailleurs que ce ne sont pas ces grandes compagnies transatlantiques qui avaient, elles, les clients, le réseau de commercialisation, qui avait le personnel compétent et qui avait l'habitude de transporter des gens
par les mers d'un continent à l'autre, ce n'est pas elles qui ont eu le déclic de l'innovation et de dire non, non, ça ne va pas se passer comme ça va se passer autrement. Et en fait, c'est bien le moment auquel on est. Et les startups industrielles, c'est ça leur devoir. C'est de faire vraiment un pari sur la différence et la rupture. Parce que si c'est pour faire une start-up industrielle qui fait exactement la même chose, soit qu'on faisait avant, soit en concurrence avec une structure établie, elle est quasiment condamnée à perdre. Alors que si, au contraire, elle se met comme devoir la rupture, l'innovation et effectivement proposer des solutions qui auront un impact sociétal nouveau, alors là, elle part sur une bonne trajectoire. Alors que vient faire France 2030 et l'État là-dedans? Eh bien, tout comme à la révolution industrielle, l'État a été là pour faire des concessions, pour faire des commandes publiques, pour aider la transformation de cette société d'alors, l'État aujourd'hui a un devoir d'accompagner cette transformation de société. Alors avec des missions nouvelles, la mission de décarbonation évidemment, dont vous parlerez certainement tout à l'heure, mais aussi avec une volonté de dire on passe dans une nouvelle ère, donc on doit l'accompagner pour l'accélérer. Donc France 2030, c'est 54 milliards d'euros, dont on a déjà engagé l'année dernière 11. C'est plus que 43, dépêchez-vous. C'est 54 milliards d'euros qui sont au service de l'innovation dans à peu près tous les domaines industriels qui peuvent vous intéresser. Alors je vais en citer en survolant quelques-uns. La santé, la génération d'énergie décarbonée, la décarbonation industrielle et agricole, l'alimentation saine, la souveraineté numérique, la robotique, l'électronique, l'espace, l'exploration des fonds marins, le quantique. Et je m'arrête là parce que la liste est encore très longue. Et il y en a un qui est un peu différent des autres, c'est investir dans les compétences et métiers d'avenir, c'est-à-dire investir beaucoup d'argent pour accélérer la formation de Bac-3 à postdoc dans tous ces nouveaux métiers. Parce qu'on voit bien en passant dans les allées qu'on a un déficit important de talents, de femmes et d'hommes, et on peut mettre autant de budget qu'on veut sur des projets. Si on n'a pas les compétences pour les réaliser ou pour les suivre, ça ne fonctionnera pas. Donc, une volonté claire du gouvernement d'à la fois accompagner la formation et accompagner les entreprises audacieuses qui vont aller vers ces ruptures et vers ces innovations. C'est important de le percevoir comme ce facteur d'accélération et non pas un facteur de compensation ou un facteur de rattrapage. Il y a eu un autre plan qui s'appelait le plan de relance, sur lequel il était important à la sortie de Covid de redonner des moyens à des industriels pour qu'ils retrouvent une forme capable, pour qu'ils soient capables d'affronter les marchés. Là, c'est véritablement une idée nouvelle, donc c'est une idée sélective, c'est une idée qui cherche l'excellence. C'est une vraie différence avec d'autres plans qu'on a connus qui sont des plans guichets. C'est plus un plan concours qu'un plan examen. En gros, il ne suffit pas d'avoir des critères, il faut avoir en plus le critère d'être le meilleur et de convaincre, avec des jurys internationaux ou nationaux qui vont juger de la pertinence des projets, mais par contre avec des moyens qui sont considérables, à la fois en forme de subvention, sous forme d'avance remboursable, sous subvention à 2 tiers. Les 2 tiers des 54 milliards, c'est de la subvention. Donc c'est vraiment une aide de l'État non dilutive pour aider à dérisquer le capital privé et pour accélérer la transformation des entreprises. Et donc très peu de fonds propres, puisque l'objectif, ce n'est pas que l'État soit actionnaire de ces différentes structures, mais au contraire qu'il les accompagne avec les investissements privés pour accélérer leur transformation. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner un balayage rapide de pourquoi l'État était là-dedans, l'importance qu'ont les startups industrielles dans cette transformation, pour montrer un petit peu le futur. Et je voudrais juste finir sur la notion de souveraineté. Le mauvais côté d'avoir désindustrialisé la France pendant autant d'années, ça a été que finalement, on s'est rendu dépendant d'énormément de technologies à l'extérieur de notre pays. Et on en voit la fragilité, on l'a vu avec la Covid, on le voit actuellement avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a peut-être d'excellents ingénieurs en numérique, mais si tous les processeurs du monde viennent à 90% d'Asie ou d'Amérique, ben on sera et on restera dépendant de la manière dont ils auront de nous approvisionner dans ces technologies-là. Donc il y a aussi une responsabilité dans ces innovations de rupture de réfléchir dans un souci d'une chaîne complète, d'une chaîne souveraine. Donc il n'y a pas de petits projets, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a des éléments dans les projets complexes de France 2030, que ce soit l'avion bas carbone, que ce soit la bioproduction, que ce soit les véhicules électriques. Il y a des petits projets clés, il y a des technologies essentielles où là, les startups industrielles
peuvent vraiment se spécialiser. Donc moi, j'aurais 2 conseils aux startups industrielles. Un, choisissez votre stratégie. Soit vous voulez être pointu dans un domaine, choisissez-le essentiel dans une chaîne de valeur. Ne vous posez pas d'autres questions. Un laser haute fréquence très spécialisé aidera la balistique, aidera le quantique, aidera les machines industrielles, aidera beaucoup de composants complexes sur lesquels la start-up n'a pas les muscles pour monter à la machine plus complexe. Donc spécialisation, ça c'est une stratégie numéro 1. La deuxième stratégie, elle est complètement différente, c'est de s'épauler avec un grand frère et d'aller chercher une entreprise partenaire. Ça peut être une entreprise industrielle, ça peut être une entreprise industrielle qui est autour de la table, ça peut être Michelin, ça peut être d'autres structures, mais n'hésitez pas, en tant que start-up industrielle, à aller accélérer votre compétence avec un grand frère. Je pense qu'on ne le dit pas assez, parce que je vous assure encore une fois, l'Everest, c'est plus pratique quand on a quelqu'un qui est déjà en tête de cordée, qui vous prête de l'équipement, vous êtes à peu près sûr d'aller en haut. En tongs et à main nue, pas sûr, vaut mieux rester dans la grotte ou au refuge, à boire du Génépi, c'est plus sympa. Voilà, je vous remercie, je suis désolé de ne pas plus rester plus longtemps, mais j'étais ravi de pouvoir quand même vous donner mon avis là-dessus. Merci à vous. Merci Bruno. Merci beaucoup, bonne soirée. À très vite. Pardonnez-moi parce que du coup, je savais que Bruno Bonnel était pressé et du coup, je ne vous ai pas présenté. Alors, je suis vraiment désolé. On a le plaisir de recevoir ce soir Doris Bierkhofer, donc, qui est la directrice générale de Siemens France. À ses côtés, nous avons Yun Luo qui nous fait la gentillesse d'être présente un peu au pied levé ce soir et qui est la dirigeante de Rosis Solar, une entreprise qui propose des solutions innovantes pour recycler les matières premières de l'industrie photovoltaïque. Et on a également Audrey-Laure Bergantal, qui est la fondatrice et CEO d'EVK, une entreprise que tu as fondée en 2011, qui est installée dans la Drôme et qui a créé le premier robot anthropomorphique au monde destiné à rendre le secteur de la mode plus inclusif et écologique. Alors, je passe tout de suite la parole à Doris, parce que justement Bruno nous parlait du fait pour les startups de s'adosser à un grand frère. Je pense que Siemens, on peut dire que c'est un grand frère ou une grande sœur. Quel regard vous portez sur les startups et quelle est la relation entre Siemens et cet écosystème-là ? Bonjour à toutes. En fait, Siemens, c'est un groupe qui était, il y a 175 ans, aussi une start-up, qui a été créée par Werner von Siemens dans un petit garage à Berlin et qui est aujourd'hui une société qui emploie plus de 300 000 collaborateurs dans le monde et qui fait un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros. L'innovation, la R&D, la rupture technologique, ça fait partie de notre ADN. Aujourd'hui, Siemens dépense presque 6 milliards d'euros en R&D. Il y a à peu près 50 000 personnes qui travaillent dans la R&D et on fait plus de 4 000 innovations et inventions chaque année. Donc on pourrait se dire pourquoi travailler avec des startups. Et pour nous, ce sujet devient effectivement de plus en plus important parce que, comme Bruno Bonnel l'a dit, il faut ces technologies de rupture qui ne peuvent pas seulement venir des grandes boîtes comme nous, mais ça ne peut fonctionner qu'en écosystème. L'écosystème, c'est aussi les universités, c'est les instituts de recherche et c'est de plus en plus les startups. Donc, quelle est, je dirais, la complémentarité entre les grands groupes et les startups ? Premièrement, on peut accompagner les startups vraiment tout au long du cycle de vie. Il y a la possibilité d'aider financièrement les startups. Nous avons deux institutions. D'un côté, un fonds d'investissement qui s'appelle Next47, qui investit dans des technologies de rupture. Ils sont dotés plus d'1 milliard d'euros et qui investissent actuellement plutôt aux US et en Israël, mais on commence aussi en Europe, vraiment dans des structures de rupture. Après, il y a des entités qui sont plus intéressantes pour les startups industrielles. C'est notre banque interne qui s'appelle Siemens Financial Services, qui investit chaque année entre 15 et 20 projets
des montants entre 20 et 50 millions par projet. Donc, on n'est pas un KKR, on n'est pas un grand private equity, on est beaucoup plus petit. Donc, il faut être super sélectif. Mais sur certains projets stratégiques, on met aussi de l'argent dedans, dans des domaines qui ont été mentionnés, la santé, la décarbonation, la robotique et autres. Ça, c'est le premier pilier. Après, on accompagne les startups. En fait, on les conseille comment ils peuvent venir d'une idée à une entreprise industrielle, et on a la chance de pouvoir travailler avec Youn autour de la table, parce que l'enjeu des startups, vous avez des idées créatives, vous avez la R&D, vous avez l'innovation, mais comment est-ce que je fais le scale-up, comment est-ce que je crée une usine? Et c'est là où nous pouvons accompagner les startups vraiment de la création d'un jumeau numérique de l'usine jusqu'à l'implémentation physique de cette usine, et après aussi dans tout le cycle de vie de l'usine. Donc c'est vraiment accompagné avec notre expertise et avec nos technologies. Et après, finalement, on est aussi là pour aider, pour conseiller. Déjà, on peut aider à faire de la promotion pour les startups en leur mettant à disposition nos partenaires, en les introduisant, présentant à nos clients et autres. On peut aussi, au-delà de ça, être client des startups. Ça ne marche pas pour toutes les startups. La mode, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on a des startups auxquelles on peut acheter les produits parce qu'on a besoin de ces solutions pour notre propre production et chaîne de valeur. Donc là, il y a vraiment une multitude de synergies, de complémentarités que des grands groupes comme Siemens ont avec des startups, et on est vraiment motivés de travailler dans cet écosystème ouvert. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations? Alors, il y a Youn à côté de vous. Je sais que vous travaillez aussi avec Insect. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, si ce n'est pas confidentiel, mais pour illustrer ce que vous venez de dire? Voilà, donc on travaille avec Insect. C'est dans le domaine de l'automatisation, c'est dans le scale-up de la production de leurs usines. Un autre exemple, c'est une société française qui s'appelle VotSense. Et là, c'est un bel exemple parce qu'au début, ils ont une société qui a développé un produit dans la connectivité du bâtiment intelligent. Au début, on avait un partenariat stratégique. Après, on se dit, on va investir dans cette société, et on a fini par la racheter parce qu'on s'est dit, et c'était bien sûr dans un intérêt, je dirais, collectif, de se dire, voilà, ils peuvent avoir encore plus de succès en étant intégrés dans Siemens, mais ils gardent quand même une grande indépendance. Ils gardent leur marque, et ils ont une plus grande liberté que, je dirais, des entités qui sont entièrement intégrées. Donc, il y a toutes les constellations possibles qu'on peut imaginer. Merci beaucoup, Doris. Youn, du coup, je te passe la parole en t'adressant une question que je t'ai donnée juste avant de monter sur scène. Quelle place, selon toi, pour les startups industrielles dans la réindustrialisation de la France? Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise pour commencer? Exactement. Donc, vraiment, bonjour. C'est vraiment un grand plaisir de compléter ce panel qu'avec des femmes. Et vous avez fait un bon travail. Vous avez enlevé la barbe de M. Antoine Hubert rapidement, comme Doris a dit. Donc Rosie, je commence par moi-même. Oui, Rosie. oui, oui. Alors, je m'appelle Yung Luo, je suis présidente de la start-up industrielle à Grenoble. Rosie. Oui, plus près, oui, Rosie. Donc, moi, je suis de formation physicienne. Donc, je suis diplômée de l'École polytechnique à Paris, puis un PhD à l'Institut Max Planck en Allemagne. Puis, j'ai travaillé assez longtemps en Suisse, où j'habite toujours. Et donc, en 2017, avec 2 autres collègues, on a commencé l'aventure de Rosie. Donc, Rosie, c'est un fournisseur des matières premières issues des déchets photovoltaïques, principalement par 2 flux de déchets, donc soit le déchet de découpe, vous savez, quand on parle de photovoltaïque, c'est photo, c'est la lumière transformée en électricité, donc par le silicium très très intensif en CO2, énergie, et la première chose qu'on fait dans l'industrie, c'est qu'on les découpe en wafer, et on perd 40% au moins de silicium ultra pur et mis en décharge aujourd'hui. Le deuxième flux, on recycle, c'est les matières premières, haute pureté, du silicium, des métaux comme de l'argent, du cuivre, de l'aluminium, issus des modules solaires en fin de vie. Donc aujourd'hui, on est en train de finir la construction de la première usine dédiée à un recyclage, revalorisation, haute pureté du monde. Donc l'usine est à Namur, sur la route de Napoléon, est en train de démarrer.
Alors, comme vous avez sûrement compris, notre vision, ce n'est pas limité en France. Donc, on vise vraiment une chaîne de valeur complète en Europe. Et j'ai vraiment du plaisir d'avoir des collègues qui viennent un peu partout en Europe. On a des collègues allemands qui sont là. Donc, je me permets de continuer mon intervention en anglais, si vous me permettez. Donc, je pense que je vais parler un tout petit peu de parcours de Rosie, les difficultés qu'on a rencontrées, l'expérience avec des grands groupes. So I continue with English, as I announced, Wolfram. So Rosie was founded in 2017. So at the beginning of the company, we were very much helped by French government. So with the help of BPI, with ADEME, we really developed the technology. We showed the purity of recycled materials. We showed the process. Then we were fully in development phase. Then with this result in 2021, in June 2021, we won a very precious contract of the French PV recycling tender call. It was called PV Cycle at that time. It changed name to Soren, 2021. With this contract, we managed to also win the EIC Green Deal call, so European Innovation Council, that we secure the equity and public money, project investment directly from the Commission that allow us to advance with the mounting, so with the construction of site without finalizing a fundraising. So I took big risk. I signed all the contracts before the fundraising was closed. Everything was signed in order to win speed. So speed is a key word for us. Then we closed the fundraising with a lead investor, which is minority shareholder, from Japan, and with some minority shareholder with classic investors. We closed this round in October 2022. Then we found out the second day after closing that the market traction is so high that we have to go for the next round immediately. So during this journey, actually, we were always in contact with big companies, with very, very big groups for the recycling. So with the exchange of these big groups, we managed to make ourselves better in the sense that we learn from what they are good at, and we also learn from what they don't manage. Again, the biggest difference is speed. And in this competition, we lost some big groups. We won the PV Cycle tender call, Soren tender call. Today, we are the leading company to realize this upscaling. So innovation is, as Mr. Bonnel said, you can be very, very pointed to one point, but you have to grow in an environment. Environment is extremely important. So I made some notes during my driving when I was charging my car. So innovation has to scale up. It's not only the size of the factories that innovation, you say, today I recycle 100 panels and tomorrow I do 1,000. It has to be in the environment. This environment includes many things. So first, facility utility. It's an environment that we work with EPC companies with different qualities, and these companies have to handle innovative processes, which is very difficult because they have their standard way of treating different facility utilities. In this journey, we had to collaborate with them, somehow have to educate them how to adapt their process for our upscaling. Legislation was extremely important. So in our business, so waste treatment is a highly regulated business in Europe, and which always delayed compared to the development of technology. So when we started to mount our site, to construct our site, we found out local DRIAL, so local authority, didn't accept how we declared the waste code of the modules. Even there were sites already running, so I had to restart, to talk to European Commission, local authority. Finally, it's our DRIAL who really took a very brave move to offer us, to really grant us, after a lot of exigent controlling process, all the emission controls, that they granted us a operation permit within 11 months, which is a miracle. So I talked to European Commission really as an achievement of our region. Then it's also very important, many of realistic difficulties we encounter when we construct a factory. For example, we have to have insurance. So today, waste treatment, extremely difficult to get insurance covered.
because most waste treatment, the site they do shredding is a source of fire. So insurance companies usually they refuse. Even we explain to our insurance company we don't do shredding, we don't get a lot of offers. So all this ecosystem, I would say, it's also part of how we do the scale up. Here, I really count our collaboration with a renowned company like Siemens. Merci beaucoup Youn. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On a tendance à parler beaucoup du financement, mais les assurances et les garanties, c'est un vrai sujet pour les startups industrielles. À creuser d'ailleurs, je pense, parce que à la fois les entreprises privées de l'assurance et des garanties ont un rôle à jouer, mais aussi l'État peut-être, et notamment BPI France, qui a d'ailleurs un dispositif de garantie existant, mais qu'il faudrait peut-être étendre aux startups industrielles. Je passe maintenant la parole à Audrey-Laure Bergenthal. Je le redis, tu as fondé EVK en 2011. Est-ce que tu peux nous parler de ton aventure entrepreneuriale? Où en es-tu? Qu'est-ce qui fait selon toi ta particularité de dirigeante de start-up industrielle, et comment tu te projettes à l'avenir, et notamment dans une relation avec certaines grandes entreprises, puisque c'est un sujet qui a été évoqué par Doris juste avant. Ok, donc VK, on est basé à Valence, entre Grenoble et Lyon. On développe donc des mannequins robotisés capables de reproduire des croissances de corps humains et des logiciels de data qui permettent d'aller décarboner l'industrie textile. Pourquoi vous avez autant de millions, de milliards de retours et d'invendus? Nous, on a voulu aller à la source du problème parce qu'il y a des solutions qui sont apparues sur la fin de la chaîne pour retraiter les fibres. Mais moi-même, ayant travaillé dans la mode, j'ai voulu aller au cœur du réacteur et traiter la source. La source, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des vêtements qui sont produits en millions de quantités sur une seule forme de corps. Et nous, on a voulu remettre de la diversité, de l'agilité, de la connaissance des marchés à chaque étape de la chaîne de valeur. Et pour ça, il fallait un outil de calibration et de testing. Chaque industrie a son outil de calibration et la mode n'en avait pas. Elle a un mannequin de bois qui ressemble à personne ou à une jeune fille prépubère. Et donc, c'est ça qui fait que les vêtements, aujourd'hui en tout cas, taillent mal, puisque les règles de mise au point et d'évolution ne sont pas adaptées. Donc, ce mannequin, il change de corps, il reproduit les différentes morphologies, il se connecte aux data du marché et il emmène les modes dans une décarbonation et une résilience qui va leur permettre de mieux concevoir, mieux produire, mieux vendre à chaque étape avec de l'information. Où on en est, on est passé par des étapes difficiles. Nous, on a franchi la face nord à l'ombre dans des tempêtes. Voilà, et j'ai une équipe formidable qui est là aujourd'hui et que je remercie. C'est qu'il faut être un dirigeant au cœur courageux, mais il faut trouver aussi une équipe très motivée et très talentueuse et multitalent, parce que dans l'industrie, on fait de tout et il faut un mental d'acier. Donc ça, il faut le dire aussi, c'est un profil assez particulier quand on recrute. Et c'est comme ça que j'ai pris la prise de parole aussi avec Antoine pour Start Industrie. C'est parce que EVK a connu tous les écueils des startups industrielles. C'est-à-dire que je suis une femme non ingénieure à la tête d'une entreprise de robotique en France sur un petit territoire. Donc j'avais décidé de vraiment partir, même sans tongs, franchir l'Everest. À partir de là, la chance qu'on a, c'est que moi je venais du métier de la mode et que je répondais à un besoin qui était non couvert depuis des décennies dans un milieu qui est essentiellement féminin. Donc pardon messieurs, mais c'est vrai que du coup ce besoin dans l'industrie n'avait pas été entendu et moi je l'ai entendu puisque j'ai fait ce métier. Donc j'ai tout de suite eu des clients et des grands groupes et on a eu la chance, malgré tout, parce qu'on a eu aussi beaucoup de chance, c'est que nous, on a été immergés tout de suite dans l'écosystème de la mode et que Chanel est venu nous chercher, Adidas en Allemagne est venu nous chercher et qu'on a grandi auprès de ces grands groupes qui nous ont ouvert le cœur de leur savoir-faire qu'ils n'avaient jamais donné à personne et on a financé notre R&D par les clients. Voilà, donc nous on a eu du mal à lever, on a fait un seed qui s'est bien passé, une deuxième étape qui s'est bien passée quand il a fallu partir en série A alors qu'on avait déjà des premières grosses commandes en 2018 de Chanel et d'Adidas et qui parlaient de faire des flottes de robots, de nous emmener à l'international, qu'on était la première entreprise française dirigée par une femme qui gagnait un prix en robotique et drone au CES. On nous a proposé beaucoup d'argent aux États-Unis. On s'est dit non, on veut rester en France parce que la mode est française.
Et à ce moment-là, les difficultés ont commencé. On n'a pas réussi à faire cette série A. Pourtant, on a levé quand même malgré tout 5 millions d'euros. On est monté jusqu'à une trentaine de salariés parce que c'est une vraie rupture technologique qu'on a fait qu'Amazon n'a pas su faire. Et Amazon est du coup devenu notre client. Et on s'est financé avec nos clients. Donc très tôt, c'est l'avantage de l'industrie, c'est qu'on a pu vendre des prototypes qu'on a fait évoluer chez nos clients. Donc ils ont eu beaucoup de patience, ces grands groupes, et on les remercie. Et donc on a travaillé avec Nike, Adidas, Ralph Lauren, Amazon, et tous ces clients nous ont fait grandir et nous ont ouvert les secrets pour qu'on conçoive ce dont ils avaient besoin. Donc voilà, aujourd'hui, on est installé chez une vingtaine de clients. On a une crédibilité puisqu'on a démontré notre profondeur sur toute la chaîne de valeur, conception, production, vente. On est en Europe et aux États-Unis. On démarre aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va enfin pouvoir lever de l'argent, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Voilà l'histoire de VK. Merci beaucoup, Audrey Laure. Alors là, j'arrive sur un autre terrain. Un peu plus politique peut-être, mais on est intéressé d'avoir votre avis sur la question. On voit des pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui financent pas abondamment, mais surabondamment leur industrie. Et on peut voir aussi une certaine tentation pour des jeunes entreprises à s'expatrier dans ces pays-là du fait des facilités qui sont accordées. Et selon vous, que pourrait faire la France, aussi bien l'État, mais aussi l'écosystème, le monde économique privé, pour retenir ces jeunes entreprises industrielles en France? Alors déjà, il faut savoir qu'une entreprise française, en général, n'a pas forcément envie de s'expatrier parce qu'on a un niveau d'expertise, d'ingénieurs et de tissu de fournisseurs qui est assez exceptionnel. Donc si on le fait, c'est contraint et forcé. Ça, c'est déjà aussi un premier point. Le deuxième, c'est qu'on a de l'argent public aujourd'hui qui est disponible de façon extraordinaire. Et M. Bonnel l'a bien expliqué. Et il est le grand trésorier de la plus grande révolution industrielle depuis des décennies. Le problème, c'est le financement privé. Voilà, aujourd'hui, il est difficile pour une entreprise, quand bien même elle a la BPI qui signe une LOI, d'aller chercher du financement privé. Quand bien même on a des subventions françaises et européennes, c'est difficile d'aller chercher un fonds leader qui va emmener la société dans la croissance. Alors c'est difficile au niveau des fonds, mais c'est difficile aussi au niveau de l'expertise, puisqu'il faut des fonds qui sachent nous emmener dans ces étapes de scale-up industriel, comme Antoine qui aujourd'hui a levé plus de 500 millions. Et donc on cherche les bons partenaires, comme les entreprises du digital ont leurs bons partenaires pour faire des scale-up et des exits qui vont donner envie à d'autres entreprises de se lancer et de croître. Donc vraiment, le sujet aujourd'hui, c'est de donner des gages de réassurance et des exemples qu'on peut faire de très belles croissances industrielles et qu'on a une solidité énorme quand on est une entreprise industrielle, même toute petite. On tient très très bien la crise parce qu'on a très vite des clients et des produits et que finalement, on ne se débarrasse pas de nous comme ça puisqu'on répond toujours à des besoins avec nos produits. Donc vraiment, le sujet, c'est le financement, donner confiance aux financeurs pour nous emmener et gagner du temps parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps à chercher de l'argent. Si je peux peut-être rajouter quelques observations, je pense, comme tu l'as dit, tu as eu énormément de chance parce que tu as eu très rapidement des clients. Je pense que ce n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup d'autres startups. Donc, ils ont besoin de off-takers, donc de clients. Parce que si tu vas, c'est un cercle vicieux. Hein, si tu n'as pas de off-taker que tu peux présenter à des investisseurs, voilà, ça ne va pas marcher vice-versa. Donc, je pense pour convaincre des sociétés, c'est aussi souvent des grands groupes, d'acheter auprès des startups sans courir de grands risques, parce qu'il y a souvent aussi beaucoup d'enjeux derrière ça. Il faut peut-être donner des garanties à ces grandes entreprises si jamais ça ne marche pas avec la start-up. Et il y a aussi une différence de culture entre les États-Unis et l'Europe, où voilà, il y a le public money et le private money will follow. Ce n'est pas forcément le cas ici. On est plus frileux et on essaie aussi de mettre beaucoup de contraintes au lieu de créer un système d'encouragement pour tous les acteurs dans cette chaîne. Donc je pense donner des garanties, ça rassurerait aussi les clients potentiels d'acheter auprès des startups, qui est souvent le début d'une belle aventure comme la tienne.
On t'entend, oui, c'est bon. Vas-y. That's good. So you see, I'm not French. I don't look like French, and I even don't live in France. And but I'm very, very proud. So I'm more from, in French we say Grenobloise. I'm from the region because Rosie is really, really a big part of my life. So how did I select to just decide to stay in this context? Of course, it's always a mixture of personal life and professional life. Here, I would like to say the environment of startup in France that has a couple of very, very incomparable advantages, at least in the case during my journey with Rosie. So first of all the public investment like BPI ADEME, they allow the team to really to focus on development of technology. So after our foundation of the company, we got the this prize of iLab and also innovation competition with also our pocket money. We managed to show the quality of the process. We managed to really focus on the prototype, which is extremely important to have the private investment afterwards. Then there's another part I really enjoy a lot compared to, excuse me, I have to cite our German partner, compared to German companies and Swiss companies, even a few American companies I know pretty well. So this tolerance of creativity in France, which is we don't see a lot probably, but there's always a space for dialogue with whoever. If there's a creativity, if the way you sell your idea, you talk. This is really the case in other countries. So this actually pretty much boosted the growth of Rosie. Merci beaucoup. Écoutez, sauf si vous avez un dernier message à passer, on peut vous laisser la parole pour un mot de conclusion, Doris ou Audrey-Laure, si vous le souhaitez. Sinon, il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez un message à faire passer. Et, en attendant, Audrey-Laure, peut-être nous dire quelques mots sur Start Industries pour conclure cette table ronde. Oui, effectivement. Donc, du coup, Start Industries, c'est l'alliance française des startups industrielles qui chapeaute 1600 startups et les différents collectifs. Aujourd'hui, on porte la parole avec Antoine au niveau des administrations centrales et régionales, les grands messages des startups industrielles, puisqu'on se rend compte que de l'amorçage jusqu'à l'hypercroissance, les besoins sont les mêmes et peu importe aussi la thématique technologique dans laquelle on est. Finalement, j'ai les mêmes problèmes que Rosie et qui a les mêmes problèmes que sa voisine start-up industrielle. C'est vraiment des besoins très simples qui sont aller vite dans la recherche de financement. Voilà les messages principaux qu'on fait passer. L'argent public est là, il faut de l'argent privé, il faut rassurer les financeurs. Des systèmes de contre-garantie et de réassurance dans les relations tripartites, ça c'est très important à la fois pour l'accès aux fonciers, pour la commande publique et pour les relations avec les grands groupes. On passe aussi des messages sur l'accompagnement pour la montée en compétences et les recrutements des équipes. C'est très important de pouvoir réindustrialiser. Réindustrialiser, c'est recruter. Comme je vous disais, il faut des profils assez particuliers finalement aussi pour venir dans les startups industrielles. Donc voilà, il y a ces sujets qu'on défend aujourd'hui pour que des croissances puissent se faire plus vite et qu'on tienne la compétition aussi face à ce que vous mentionniez, des pays qui vont très vite et très fort comme les États-Unis et la Chine pour qu'on puisse tenir au niveau français et européen la compétition puisque les grandes innovations et ruptures viennent quand même aussi de nos territoires. C'est vrai. Doris, si vous voulez nous dire un dernier mot pour conclure? Je pense, alors tout ce qui compte, personne individuellement va réussir. Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et je trouve aussi ce que tu as dit, l'agilité française est certainement un atout. Hein. Il faut moins de rigidité, plus d'agilité pour avancer les choses. Ça marche, merci beaucoup. Alors avant de terminer, on a une question. Venez à côté de moi. On fait une exception. Venez. Bonjour, moi j'ai une question. J'ai travaillé longtemps dans des grands groupes privés et publics. Je suis basculé dans l'entrepreneuriat, je fondais une start-up. Et la problématique, c'est comment on travaille, on contractualise avec les grands groupes. Quand on est une start-up, vous avez parlé du financement, mais c'est vraiment parfois très difficile en fait. Voilà, donc je suis preneur sur l'échange. Merci. Selon intuition. Alors, comment on contractualise avec une grande entreprise?
parler anglais aussi. Non, je ne peux pas parler français. Donc, le procédure est très long pour jusqu'à le contrat avec des grands groupes. Hein. Donc, Rosie a fait trois essais, très grands groupes. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. On fait le 4e. Et pourquoi ça n'a pas marché? C'est la vitesse. Donc, ils n'ont pas la même vitesse. Donc, on veut avancer, mais eux, ils discutent. Voilà, difficile à livrer des résultats techniques. C'est plus important pour Rosie. Donc, alors, on a avancé quand même, on a appris beaucoup de choses. Quand on parle de vraie contractualisation, il faut vraiment s'appuyer sur je pense, des collègues, cabinets, organisations compétentes pour faire les dossiers. On a fait pas mal de dossiers, je pense, pas très intelligents tout au début, mais on apprend. Il est difficile à répondre à cette question de manière très, très précise, mais je suis ouverte à partager l'expérience. Et je vais mentionner le fait qu'il existe un document type qui a été élaboré par BPI France et France Industrie qui s'appelle le Mémorandum de collaboration entre grandes entreprises et start-up. Et justement, qui est un document outil que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de BPI France et de France Industrie, qui liste justement les différents écueils, les différents sujets à traiter en amont de la collaboration et qui justement est une aide à cette contractualisation. Absolument. Mais merci. Tu veux intervenir? Alors c'est du direct complet, hein, vous l'avez vu, parce qu'on a eu quelques bouleversements, mais si tu veux intervenir pour terminer. Et puis... Oui, c'est pour compléter sur les grands groupes. Il y a la question de la différence de temps qui est très complexe. Mais en tout cas, dans notre cas, ce qui a joué, c'est que... on a tout de suite aussi abordé les relations sous des angles contractuels et juridiques très cadrés. Et je pense que ça les a beaucoup rassurés. Et c'est là où mon passé de très peu de temps avocate a joué. Et donc voilà, si on arrive à bien cadrer les attendus et à rationaliser et ne pas aussi envoyer les mauvais discours, c'est-à-dire que il faut vraiment aller par étapes et vendre ce qu'on est capable de faire et savoir dire stop aussi, parce que après on se retrouve dans des relations où on entend des startups qui ont développé des produits pour des entreprises parce qu'elles avaient envie d'avancer, mais en fait le grand groupe n'était pas prêt. Donc il faut aussi faire ce qu'on est capable de faire et ne pas hésiter à dire ça c'est trop pour moi. J'y ai mis trop de temps, j'y ai mis trop d'argent. Et si vous voulez aller à l'étape d'après, on en discute et puis on essaye de parler à un plus haut niveau si on n'est pas au niveau où il faut. Et on n'hésite pas aussi à aller demander, à aller faire venir plusieurs services autour de la table. Je pense que c'est important. Et finalement, les grands groupes ont aussi une écoute au niveau des directions que moi j'ai trouvé beaucoup plus grande que ce que j'imaginais, beaucoup moins cloisonnée. Et finalement, une start-up, elle peut très vite parler aux directions générales. On le voit aujourd'hui avec Doris. Et pourtant, on aurait imaginé il y a 10 ans, c'était quasiment impossible, une toute petite entreprise, d'arriver à parler au sommet de Siemens. Et pourtant, il y a vraiment aujourd'hui cette perméabilité des rapports et il ne faut pas hésiter à aller parler très haut. Voilà. Et je pense, venant d'un grand groupe, et croyez-moi, nous, on a aussi en interne souvent des frustrations par rapport à notre propre lenteur. Et un grand groupe, j'ai parlé avec quelqu'un de chez Siemens, si vous pensez le sujet est réglé. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que nous avons des organisations matricielles, il y a les organisations pays, les headquarters, et il faut souvent demander à beaucoup de personnes pour arriver à une conclusion. C'est quelque chose que nous, on est en train de changer. Ça ne marche pas toujours. Donc, il faut, comme tu l'as dit, un leader qui prend le sujet et qui prend aussi des risques en interne. Hein. Il faut aussi avoir ça en tête. Même si nous, dans les grandes boîtes, voilà, on est piloté par beaucoup plus de process. Si moi, je sors d'un process, je prends aussi des risques. Et je le fais parce que je pense que c'est bien pour la société. Donc, on est aussi un peu des entrepreneurs internes dans des grands groupes. Et il faut que des gens avec le même mindset se retrouvent pour avancer les choses. Bon, bah, c'était le mot de la fin. Il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation. Merci aussi à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.